Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, la voix des fantômes quand débordent les morts avec Grégory Delaplace. Nous nous plaisons à imaginer que les humains ont inventé les rituels funéraires pour arrêter d'oublier. Nous nous plaisons même à imaginer que c'est ce geste qui a fondé l'humanité et la culture. Et si les morts avaient toujours été déjà là? Et si l'humanité était née hantée? Les pratiques funéraires auraient alors été élaborées par d'habiles médiums pour contenir le débordement des revenants. Bonjour Grégory Delaplace. Bonjour Marc Wielinski. Grégory, vous êtes anthropologue, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études, vous avez dirigé la revue L'Homme pendant 4 ans, de 2020 à 2024, et vous avez publié un certain nombre de livres, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui, La voix des fantômes, quand débordent les morts. Un livre qui, non pas qui fait peur, parce que même s'il parle de fantômes, mais un livre qui balaye pas mal d'idées reçues sur notre relation aux morts et sur l'existence des fantômes. Qu'est-ce qui, d'abord, vous a donné l'idée, l'envie, le désir ou le besoin d'étudier ces voix des fantômes? C'est un hasard, et c'est pas un hasard comme beaucoup de sujets en anthropologie, c'est-à-dire que c'est un hasard dans le sens où c'est le fil des enquêtes ethnographiques qui m'a amené à travailler sur la question de l'émergence, de l'irruption des fantômes. Je suis parti en Mongolie à la fin des années 90 pour faire un travail d'ethnographe et pour travailler sur les relations aux morts des Mongols du Nord-Ouest, les Mongols d'Orveut, qui sont des pasteurs nomades et qui vivent dans les montagnes de cette région-là. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était difficile de travailler sur la façon dont ils plaçaient les morts, sur leur rituel funéraire. Pourquoi? Parce que j'y avais pas accès, j'y étais pas invité, parce que les événements ne s'y étaient pas prêtés, quoi. Bon, pour étudier les rituels funéraires d'une population, il faut que quelqu'un meure aussi. Dans votre entourage, c'est pas souhaitable, et c'est pas une bonne manière de commencer des enquêtes ethnographiques et de présenter sa présence dans une population. Donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les rituels funéraires n'étaient pas la seule manière d'étudier les relations aux morts, et que finalement, en tant qu'ethnographe, il était au moins aussi intéressant de se pencher sur les moments où les morts faisaient irruption sans être invités. En fait. Pas les moments où la société s'accordait collectivement à savoir où les morts devaient être placés, mais les moments justement où les morts sortaient de la place qui leur était assignée. Et donc j'ai commencé à recueillir des récits de rencontres avec des fantômes, auprès de personnes, pas seulement qui avaient entendu des rumeurs, mais des personnes qui en avaient effectivement rencontré. Et j'ai trouvé ces récits vraiment passionnants, et je me suis demandé si c'était possible d'étendre cette étude à d'autres régions du monde. Ce qui est difficile, parce qu'il faut trouver ce même genre de récit, pouvoir aussi le contextualiser, pas juste avoir une histoire de fantôme comme ça, mais savoir ce qu'est un fantôme dans un groupe, une population donnée. Donc ça demande un travail empirique un petit peu particulier, et ça demande un corpus un petit peu particulier. J'avais fait tout ce que j'avais pu en Mongolie pour recueillir ce genre d'histoire. Je ne pouvais pas faire le même travail ailleurs en recueillant moi-même un nombre suffisant de récits pour que ce soit comparable avec le cas mongol. Donc j'étais à la recherche d'un corpus, et c'est là où j'ai trouvé les archives d'une société savante britannique créée à la fin du 19e siècle, avec précisément pour objectif, notamment, parmi ces objectifs, il y avait, parmi ces missions, il y avait le fait de recueillir des récits
paranormaux, et donc, parmi ces récits paranormaux, des récits de maisons hantées. Et donc là, j'avais un corpus avec des témoins qui racontaient aussi avoir rencontré des fantômes, qui disaient, avec les mots de l'Angleterre du début du XXe siècle, qui racontaient ce qu'était l'irruption d'un fantôme. Et donc là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une étude comparative à faire en anthropologie sur ce qu'est le fantôme comme personnage de la vie sociale. Et que c'était une étude qui n'avait pas été vraiment faite. Le fantôme était resté une sorte de note de bas de page des travaux sur l'anthropologie. C'était un à côté de travaux qui portaient plus volontiers sur les rituels funéraires, justement, ou sur Pourquoi? les Parce que conceptions de la mort. le fantôme n'était pas quelque chose de un objet d'étude assez sérieux pour les scientifiques, c'est Il y avait ça? de ça, en effet, surtout pour un ethnographe, pour un anthropologue, c'est un être qui, comment dire? C'est un être qui met en défaut les conventions sociales, qui est une épine dans le pied de la société ou des collectivités. C'est un élément perturbateur de la reproduction du corps social. Or, les anthropologues s'intéressent plus aux institutions par lesquelles le corps social s'établit, se reproduit, intègre ses membres, et par ce que le corps social partage. Les fantômes, c'est des choses qui arrivent à certaines personnes et pas à d'autres. C'est des choses auxquelles certaines personnes croient et pas d'autres. C'est des choses qui séparent des témoins d'apparition de ceux qui pensent que les témoins d'apparition sont des fous ou des crédules. Donc c'est quelque chose qui glisse un petit peu entre les doigts des méthodes généralisantes de l'anthropologie. Donc, comment produire une connaissance générale sur ces événements particuliers que sont les fantômes, c'était le défi et donc l'intérêt que semblait poser le projet d'une anthropologie des fantômes. Alors, avec votre livre, La Voix des fantômes, donc, qui est paru aux éditions, je ne sais pas si je l'ai dit, l'édition Le Seuil, Grégory Delaplace, vous allez nous raconter des histoires de fantômes que vous étudiez qui viennent un peu des quatre coins de l'univers. Est-ce que toutes les civilisations connaissent des phénomènes tels que ce phénomène des fantômes, des revenants? Oui, il y a peu de populations sur la planète qui n'envisagent pas la possibilité que les morts reviennent. Par contre, l'importance qui est donnée à cette possibilité, les mesures qui sont prévues pour accueillir la présence des morts ou au contraire les exclure sont extrêmement variables. Il y a des sociétés dans lesquelles les fantômes ont un vrai rôle à jouer dans la vie sociale. On peut penser, par exemple, aux fantômes du purgatoire de l'Europe médiévale. On peut penser à la Chine impériale, où les fantômes qui reviennent avertissent les vivants sur un problème C'est-à-dire qu'ils qui ont se pose localement. ces fantômes ont un vrai rôle Ont un social. rôle social. Donc là, c'est là où ils sont le plus faciles à étudier. C'est là où on peut étudier les institutions par lesquelles on accueille le retour des morts. On l'accueille parfois même presque comme une bonne nouvelle. Le cas que je cite souvent, qui est vraiment intéressant, étudié par Christophe Pons, de l'Islande contemporaine, est assez parlant à cet égard. Une apparition de fantôme, c'est une bonne nouvelle. C'est bien, c'est une bonne chose. Quand un mort revient vous voir en rêve ou dans votre maison, ça veut dire qu'il y a une relation familiale qui attend d'être réactivée. C'est la promesse, en fait, de relations nouvelles, d'une réouverture des liens avec une partie de la famille. Donc le aurait pu fantôme ne oublier. revient pas dans ce cas-là, pour régler des comptes d'une certaine façon avec les vivants, pour les embêter, mais il revient parce qu'il y a une relation qui continue au-delà de la mort. Oui, alors ils peuvent venir pour demander des choses, mais ces choses seront le prétexte pour une réactivation des relations. Et ce sera effectivement un poids, une responsabilité plutôt, mais cette responsabilité est conçue comme une responsabilité heureuse pour la société qui la reçoit. Comme les fantômes du purgatoire. Les fantômes du purgatoire, ils viennent pas juste pour saluer les vivants, ils viennent pour exiger ce qu'il aurait dû. Mais c'est une bonne chose qu'ils l'exigent, parce que s'ils l'exigent, ça veut dire qu'on peut s'en acquitter, et ça veut dire qu'on n'est pas en délicatesse par rapport aux morts. Il y a d'autres sociétés, par contre, dans lesquelles on ne veut pas entendre ce que les fantômes ont à dire. Donc on sait que c'est possible que les fantômes reviennent, mais c'est une perspective qu'on
qu'on rejette et qu'on Oui, craint. parce qu'on est plutôt habitué, nous, à une légende ou une mythologie des fantômes où on a peur des fantômes, où ils reviennent, où on veut justement les exclure, où on veut les maisons hantées, etc. C'est des Ouais. phénomènes qui sont quand même, qui sont quand même extrêmement négatifs. Alors l'Occident est divers, l'Europe même aussi est diverse, donc Il y il a y a des beaucoup de exemples où on aime bien les fantômes en il y a Europe aussi? différentes, populations, je sais pas s'il y a des exemples où vraiment on aime les fantômes. Bon, déjà l'Islande est en Europe, mais il y a des c'est plutôt que j'ai l'impression aujourd'hui, les Européens, les populations européennes, disons, en France, on sait pas trop quoi faire de nos fantômes, on sait pas trop ce qu'on doit en penser. Est-ce que ça existe ou ça existe pas? Bon déjà, bon, on croit généralement que ça existe pas, mais en fait on n'est pas tout à fait au clair avec cette idée, parce que on dit que ça n'existe pas, mais il continue d'apparaître. Certaines personnes semblent très affectées par la présence de fantômes, et puis même si on dit que les fantômes n'existent pas, on a du mal à affirmer sans scier que les morts n'existent pas. Si les morts n'existaient pas en tant qu'être, on n'aurait pas besoin d'en prendre soin. Les cimetières n'auraient pas lieu d'être, donc c'est bien qu'il y ait une certaine existence des morts. Donc si les morts existent, pourquoi les fantômes n'existeraient pas? Bref, on a des idées qui sont assez imprécises par rapport à ça. Et justement, on n'a pas de cosmologie vraiment partagée, instituée. Quand on n'est pas catholique pratiquant, par exemple, on n'a pas de cosmologie instituée qui est commune à l'ensemble de la société française, qui postulerait que les fantômes, il faut en avoir peur, ou au contraire, c'est une bonne chose. Quand ils apparaissent, il faut faire ci ou il faut faire ça. On est dans une espèce d'entre-deux. Et dès lors, nos morts sont aussi un petit peu dans une espèce d'entre-deux, coincés entre les différentes idées cosmologiques que différentes parties de la population peuvent avoir. Et pourtant, en France, il y a des tas de médiums qui prétendent parler avec les Aussi, en morts. effet, c'est pour ça qu'il y a, Donc, si on parle avec les morts, c'est qu'ils sont pas tout à fait morts. Donc, voilà, c'est que donc c'est il y des, a, il y a c'est une que c'est des partie de la fantômes. population en France qui a des relations tout à fait riches et suivies avec leurs morts, mais on ne peut pas dire que ce soit une généralité en France, et ces médiums ne font pas non plus l'unanimité. Ils sont disponibles, on en trouve, j'ai l'impression, de plus en plus, mais tout le monde ne va pas les consulter de façon automatique et spontanée. Et Euh, j'ai- ouais. je vous en prie, pardon. Grégory et de la place, je me suis dit en lisant votre livre que vous êtes donniez, par ce prisme de la relation avec le fantôme, vous donniez un aspect, vous donniez un descriptif très, très étonnant, très, très nouveau et très passionnant sur les rites funéraires. Parce que finalement, on explique les rites funéraires effectivement par cette relation. C'est un petit peu comme le signe de la relation que nous pouvons avoir avec l'au-delà, avec les fantômes, etc. Oui, c'est vrai. Ça me fait plaisir que vous dites ça. Ça me fait plaisir que vous dites ça. Ça me fait plaisir que vous disiez ça. C'est un sujet qui m'est cher, mais c'est un sujet qui est assez bien connu en anthropologie et le funéraire. Il y a eu, depuis les débuts de l'anthropologie, beaucoup de travaux sur le funéraire. On connaît bien la diversité des rituels funéraires des sociétés humaines. C'est pour ça que pour revenir sur ce sujet, dans toute la première partie du livre, j'ai pas de mal à trouver des exemples. C'est plutôt choisir les exemples qui est difficile dans la diversité et la grande multiplicité des choses qui ont été écrites sur les rituels funéraires. Mais quand même, il y a quelque chose d'un petit peu frustrant dans la littérature sur les rituels funéraires. Comment dire, achoppée un petit peu face à cette prolifération de façons de traiter les morts. On les incinère, on les enterre, Oui, c'est ça, parfois il y a une on grande, grande les mange. diversité Mais sur la alors qu'est-ce façon qu'on de fait traiter de les cette morts. diversité? C'est ça qui est, Ouais, qui est aussi ouais. intéressant, et c'est ce que j'ai essayé de reposer comme question en prélude de ce travail sur les fantômes. Puisque, en fait, pour se demander comment les morts sortent de la place qui leur a été assignée, peut-être qu'il faut commencer par se demander quelle est la place qui leur est assignée, comment on place les morts. Et c'est vrai, quand on regarde la variabilité des rituels funéraires, on se rend compte que les rituels funéraires, oui, c'est des dispositifs de souvenirs. On fait ça pour installer des monuments permettant de se souvenir de la présence de certains morts et célébrer leur présence. Mais
il y a beaucoup de sociétés dont les rituels funéraires visent au contraire à oublier les morts et à faire en sorte qu'on ne s'en souvienne plus trop longtemps ou qu'on se souvienne que d'une toute petite partie de leur existence. Il y a des sociétés dont les rituels funéraires visent à mettre à distance les défunts. La très belle ethnographie de Patrick Williams sur les manouches du Massif central est très évocatrice à cet égard. Les manouches, Oui, oui, ils parlez-nous disent des ces morts. manouches Ouais, ils disent parce des que morts, nous c'est on n'en parle pas. Et tous on les a rituels l'impression que c'est funéraires très près, les ouais, manouches du service du Massif du central. du Ouais. Massif central, et pourtant, on est quand même étonné de la façon dont ils vivent avec ces morts et ces fantômes. Pouvez nous en dire un peu plus Oui, sur cette, mais quand quelqu'un, donc c'est l'ethnographie de Patrick Williams, c'est Patrick Williams qui raconte ça à partir d'une expérience personnelle de vie avec les communautés manouches du Massif central dans la deuxième partie du XXe siècle, autour des années 70, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de ce moment-là où il partage vraiment à long terme et de façon très proche la vie des manouches. Et en effet, le titre de son livre, c'est un petit peu la doctrine manouche sur les morts, c'est « Nous, on n'en parle pas ». Les morts, on n'en parle pas. Il faut avant tout arrêter d'en parler. Quand une personne meurt, son nom ne doit plus être prononcé, ses objets doivent être détruits ou on s'en débarrasse, on cesse de chanter les chansons qu'il aimait bien, on cesse de préparer les plats qu'il aimait bien. Il y a une espèce d'omerta comme ça sur le nom c'est-à-dire et tout le contraire l'identité. de ce qu'on fait dans les deuils habituels, où on Mais n'arrête pas de parler en disant: «Ah, voilà, il aimait on bien ça, évoque il sa rigolait» mémoire et et tout ça. cetera. Voilà, ça, au contraire, il faut surtout arrêter d'en parler. L'idée officielle, c'est qu'on ne veut pas attirer son âme, son spectre. On ne veut pas encourager le mort à revenir. Le mort, il est mis à l'écart, il est enterré dans le cimetière des gadgets, donc des non-manouches. Ah, il est pas dans Il est dans le cimetière il est communal, dans le cimetière communal, au oui. milieu des gadgets. Il n'y a pas de tentative. Donc le mort est exclu. Le mort est exclu. Le mort est exclu et même il mène une vie qui est presque inverse de celle des manouches. Il mène une vie sédentaire. Sa tombe est arrangée d'une manière qui s'oppose complètement à la façon dont un campement est aménagé. Bref, on fait du mort un non-manouche, ce qui est extrêmement curieux en fait. Hein. Donc, Mais est-ce que c'est Grégory de Laplace? Parce que, d'une certaine façon, ce mort doit être exclu et qu'il nous fait peur, qu'on doit véritablement le mettre ailleurs, oui, quoi, les manouches l'exclure. diraient ça. Les manouches disent, ils semblent avoir très peur Ce de qui ce qu'ils paraît pas appellent très sympathique, voilà, pour, semblent avoir très peur du moulot. Le moulot, c'est donc je ne sais pas si je prononce bien, mais le moulot, c'est le mort, donc l'âme du mort, et donc potentiellement par extension le revenant, qu'on veut empêcher de revenir. Mais ce que note Patrick Williams, c'est qu'en fait, cette mémoire du mort, elle est beaucoup plus nuancée que ce qu'on pourrait penser juste à la vue de ces recommandations, de ces prescriptions même. En fait, c'est les personnes les plus éloignées du mort qui doivent se retenir le plus de prononcer son nom ou d'évoquer sa mémoire. Surtout, en fait, après le décès. C'est-à-dire que juste après le décès, les personnes les plus éloignées du mort peuvent dire « Oh, bah quand même, cette personne, elle était bien et tout ça », mais c'est surtout avec le temps qu'il faut arrêter d'en parler. Par contre, les personnes proches, elles vont pas du tout en parler juste après la mort, mais au fur et à mesure recommencer à évoquer le souvenir. À refaire les plats qui étaient cuisinés, enfin appréciés par le défunt, à se resservir de certains objets qu'ils avaient quand même gardés et qu'ils avaient sortis de l'usage quotidien. Et ils vont le faire avec un grand respect. Le respect consiste en quoi, chez les manouches, vis-à-vis des morts? C'est l'intégrité du mort. C'est-à-dire qu'il faut absolument évoquer le mort dans toute l'intégrité de son souvenir. Il ne faut surtout pas abîmer la mémoire du mort. C'est-à-dire qu'il faut l'évoquer de façon exacte et de façon complète. Et donc, on fait précéder toujours les évocations du mort, dit Patrick Williams, on fait précéder les évocations du mort d'une formule comme que je ne me trompe sur rien en évoquant la mémoire de mon cher père, Dieu me garde de me tromper, etc. Quoi. Donc, ce qui est très important pour respecter le mort, c'est de l'évoquer de façon complète et précise. Donc c'est une mémoire du mort qui est toujours
nuancé, c'est-à-dire qu'on se souvient de certaines choses, on évoque selon un certain mode, on oublie d'autres choses, ou certaines personnes oublient alors que d'autres se souviennent. Et donc, les rituels funéraires, à travers leur diversité, en fait, c'est ça. C'est ni des dispositifs de souvenir, ni des dispositifs d'oubli, c'est des dispositifs mémoriels qui établissent un régime de mémoire. Un régime de mémoire qui est adossé évidemment à un régime de discours. Et aussi à un dispositif architectural, la tombe. La tombe, ce qu'on peut dire et faire autour du mort, les deux aspects qui sont établis par le protocole funéraire permettent d'établir donc un régime de mémoire qui fait que le mort va devenir un certain type d'être. Donc, les rituels funéraires, qu'est-ce que c'est? Les rituels funéraires, c'est des dispositifs de transformation. C'est des dispositifs par lesquels le mort va être encouragé à devenir un certain type d'être. On va le conduire le long d'une transformation qui est presque comme une éducation. On va réapprendre au mort à être, un être nouveau. Il ne sera plus le même être que quand il était vivant. Il va devoir apprendre à s'exprimer, à intervenir dans la vie sociale des vivants d'une manière qui sera conforme à ce que les vivants attendent. Parce que les rituels funéraires sont donc des dispositifs qui visent à transformer le mort pour le mettre au service de la société des vivants, pour ça, faire en justement, sorte qu'il contribue efficacement aux besoins des vivants. Alors c'est très intéressant de voir ça, Grégory Delaplace, dans votre livre, hein, La Voix des fantômes. C'est que à pas mal d'endroits sur Terre, on aide les vivants, comme s'ils démarraient quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, qu'au début c'était un peu compliqué, et on va l'aider à vivre cette nouvelle vie. Ça, c'est très très répandu, à commencer par les Égyptiens d'ailleurs. Ça a Oui, commencé par les Égyptiens, mais on peut penser aux zombies, c'est-à-dire que les vivants ont un rôle dans l'éducation des morts et dans une façon de bien se tenir. Parce que les morts, chez vous, dans votre livre, Grégory Delaplace, parfois ils se comportent bien, mais parfois ils se comportent très mal. mais c'est ça. Et c'est ça qui est fascinant avec les rituels funéraires, et c'est ça qui est fascinant avec les fantômes. C'est-à-dire que tout redevient fascinant quand on envisage les choses de ce point de vue, et du point de vue d'un dispositif, d'un processus, d'un protocole éducatif. C'est-à-dire que les rituels funéraires, tout d'un coup, deviennent fantastiques. On peut regarder dans chaque société, mais qu'est-ce que la société attend que le mort devienne? Et quels moyens met-elle en œuvre cette société pour faire en sorte que le mort devienne ce qu'il est censé devenir? Devienne quelque chose qui soit bénéfique pour les vivants. Les vivants vont s'efforcer d'encourager le mort à devenir un certain type d'être et plutôt qu'un autre. Mais en effet, quels que soient les efforts qu'ils déploient pour fabriquer le mort comme un certain type de partenaire, comme un certain type d'interlocuteur, rien ne dit que le mort s'y conforme toujours. C'est un petit peu dans n'importe quelle situation d'éducation, c'est un petit peu comme avec les enfants. On Oui, a c'est beau, ça. on Ouais, a c'est beau comme si en fait nourrir tous les espoirs du monde pour que son enfant devienne exactement le genre d'être qu'on a envie qu'il soit. Bon, quelquefois ça marche, la plupart du temps ça marche, et on a des relations tout à fait constructives, cordiales et soutenues avec ses enfants. D'autres fois, ben, ça ne fonctionne pas, et l'enfant devient quelque chose, un adulte très différent que ce que les parents avaient souhaité au départ. Donc, pour les morts, c'est évidemment un petit peu différent, parce que on n'a pas des contacts aussi suivis avec ces morts qu'avec les êtres vivants que sont les adultes, enfin les enfants devenus adultes. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. On va encourager les morts en tant qu'êtres à devenir un certain type d'interlocuteur, et ensuite, ben, les résultats seront mitigés, c'est-à-dire que la plupart du temps, les morts vont répondre aux attentes, mais d'autres fois, ils vont faire défaut. C'est-à-dire que on voudra qu'ils disparaissent, ils vont pas disparaître, ils vont revenir, ils vont s'entêter à venir nous demander des choses qu'on n'est pas disposé à leur donner, ou alors on voudrait qu'ils apparaissent à certains moments de la vie sociale et qu'ils contribuent, qu'ils fassent leur part, et en fait ils vont pas venir, ils seront pas là, et les médiums auront beau essayer de faire se manifester leur présence, ils manqueront à l'appel. Et d'autres fois, ben, dans un troisième cas de figure encore, troisième type de malentendu, de décalage, ben, on espère que les morts se manifestent d'une certaine façon, et ils vont se manifester d'une manière complètement discordante par rapport à nos attentes.
Et lorsqu'on examine, Grégory de Laplace, tous ces rites funéraires, toute cette relation aux fantômes, aux morts, etc., on a l'impression d'être dans un monde qui est, u- qui est au-delà du religieux, voilà, ou plutôt infra-religieux, c'est-à-dire d'un monde qui est une espèce de substrat humain qui précède toutes les religions, comme si la relation aux morts nous renvoyait à quelque chose d'universel qui était en deçà de la religion. Ouais, comme si, la religion avait été créée pour discipliner les morts Voilà. Ouais, ouais, plutôt que ou les pour morts, créer une couche par-dessus, ouais. mais Mais c'est en effet, c'est possible. J'irais en fait dans la même direction que vous. C'est-à-dire que, on a l'impression, à voir cette variabilité, de manière dont les vivants s'efforcent donc de transformer les morts, de les domestiquer et dans la variété des manières dont les morts ne se laissent pas domestiquer, que, en effet, les vivants, à travers les cultures, et que, en fait, les cultures sont, tout autant de moyens, mis en œuvre, pour faire en sorte que les morts se tiennent en place. Mais que la condition première, presque, des morts, la condition de base, des morts, c'est d'être des êtres intempestifs, de ne pas tenir en place. Les morts, ce sont, des êtres qui nous reviennent, et dont on essaye d'organiser les retours, en fait. C'est ce que suggère, à mon avis, le travail ethnographique comparatif, d'une anthropologie des fantômes. alors, il y a des choses qui sont absolument hallucinantes dans votre livre, Grégory de Laplace, qui, qui sont, qui sont des signes de nos relations aux morts et aux fantômes. Par exemple, lorsqu'on a inventé la photographie au milieu du 19e siècle, les gens, toujours été, pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes, se sont mis à photographier des morts. C'est-à-dire que on faisait des photos de famille avec un enfant mort ou avec une jeune fille morte, ou on faisait des photos des morts. Et ça, on est fasciné parce qu'on a des séries de photos en Angleterre, aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs, un peu partout. Et comme si cette technologie avait été d'une certaine façon intégrée pour poursuivre cette relation aux morts, aux fantômes, etc. Comment est-ce Mmh. qu'on peut interpréter ça nous paraît gore maintenant quand même de faire une photo avec un mort. Ouais, 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 et pourtant c'est vrai que c'est, quand on se met dans la position, des Européens et des Américains, en fait, surtout, de la fin du 19e, enfin, en fait, du milieu du 19e qui faisait ça, ça semble assez naturel. C'est-à-dire que c'est une bonne manière de conserver quelque chose du mort avant qu'il disparaisse complètement. C'est une pratique, en effet, qui était, très courante, donc autour de 1850, aux États-Unis. Elle a Et on lui été fait prendre des bien pauses aux documentée. morts, Oui, oui, c'est-à-dire tout que à fait. comme s'il Et il y était avait des vivant. photographes spécialisés pour ça, c'est-à-dire qui Ouais. étaient connus pour, savoir bien manipuler les défunts juste après leur mort, leur faire prendre des poses, les maquiller, d'une manière qui évoquait, ce que, les commanditaires, les clients, voulaient que ça évoque. Soit, le sommeil, soit au contraire, l'éveil et la vie en fait, tout simplement. Donc le mort pouvait être maquillé en dormant, en dormeur ou en dormeuse. On l'allongeait sur le lit et en lui fermant les yeux et en maquillant, en lui donnant une pose, assoupie, on pouvait faire en sorte de figurer le mort comme, assoupi. Mais d'autres images plus déstabilisantes, et j'en donne, un exemple dans le livre, figurent le mort plutôt, comme s'il était vivant. Mais pourtant avec les signes qui montrent que, le mort, la morte en l'occurrence, est effectivement morte. Et donc on se demande ce que sont ces objets. C'est-à-dire que garder un signe, d'une trace, du mort, après sa mort, on peut le comprendre. C'est comme garder une mèche de cheveux. C'est étrange, mais ça reste quelque chose qui, appartient encore un petit peu à la vie et qu'on a réussi à arracher, à la mort et à la disparition. C'est un geste, comment dire? C'est un geste d'attachement presque désespéré, mais c'est un geste qu'on peut comprendre. Par contre, figurer un mort comme s'il est vivant, tout en rappelant qu'il est mort, c'est un paradoxe qui est très étrange. Et on peut s'attarder effectivement sur le fait que
la photographie permet ce genre de condensation, permet de montrer à la fois la réalité d'une trace de quelque chose qui a été effectivement là, mais de montrer aussi un potentiel. Le fait que ce qui a été pourrait se décliner différemment. Donc on a cette femme qui est photographiée comme étant à la fois morte et vivante. Et effectivement, c'est ça le souvenir d'un mort dans les premières années de la disparition d'une personne. La personne est morte, on ne peut pas le nier, mais elle est quand même vivante sous plein d'aspects, puisqu'elle est vivante autour de nous, elle est vivante dans le souvenir qu'elle laisse. Et donc cette photo permet de donner une matérialité à cette ambiguïté du souvenir du mort, qui n'est ni une chose ni l'autre. Mais ça, ces photos de défunts, ça a disparu, hein. Oui, alors ça n'a pas disparu partout. C'est-à-dire que j'ai des amis qui m'ont avoué l'avoir fait pour eux. Donc c'est la pratique officielle qui a disparu. Ce que je voulais dire, oui, c'est ce fait historique curieux, c'est que à cette époque-là, aux États-Unis, ça suffisait. Il y avait certains studios photos qui pouvaient tourner exclusivement Oui, c'est ça, il y en autour avait de qui étaient spécialisés dans les photos de dans la mort. photo de mort. Dans les années 1860, 70. Ouais, c'est ça, du 1850, 1860, Ouais. on pouvait ne faire que des photos de mort et on avait un fonds de commerce quand on était photographe. Moi, j'ai pensé aux à quelque États-Unis. chose en lisant ça, à ce passage de votre livre, Grégory de Laplace. Et je me suis dit, parce que je me suis demandé pourquoi ça avait disparu, je me suis dit que peut-être que l'arrivée de cette technologie a tellement séduit ou tellement fasciné les gens qu'ils se sont dit, ça y est, on va faire ça, on va continuer à vivre avec les morts. Et puis nous, on est habitués, 150 ans plus tard, on est habitués à la vidéo, etc. Ouais. Et que voilà, on l'intègre plus de cette façon, mais que ça a dû être, ça donne une idée de ce que pouvait être pour ces gens-là l'arrivée de la photographie. Oui, tout à fait. Mais on vit un petit peu la même chose avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout d'un coup, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on se dit, on va pouvoir garder la présence de nos morts auprès de nous grâce à C'est cette ça, on va pouvoir intelligence garder la artificielle. voix, même la façon de penser. Même la façon de penser. Nicolas Nova, qui vient de nous quitter tragiquement, qui est mort le 31 décembre d'un arrêt cardiaque, très jeune, venait de faire un livre qui s'appelle Persistance du merveilleux, qui est un livre superbe qui documente précisément ça. La façon dont le merveilleux est tissé dans les nouvelles technologies, pas seulement aujourd'hui, mais depuis leur développement, et que les fantômes sont partie prenante en fait de toute nouvelle technologie au moment où elle s'installe. On a inventé le télégraphe au milieu du 19e siècle. 4 ans plus tard, les esprits commençaient à communiquer avec les vivants par des coups frappés sur les murs qui évoquaient le télégraphe. On a inventé, comme le télégraphe. Tout à fait. On a inventé la radio et quelques années plus tard, on a cherché les messages des morts dans les espaces entre les stations, vous savez, où le bruit blanc semble quelquefois s'érailler et délivrer des messages qu'il faut décoder. Et donc on a cherché des médiums, on cherchait dans ces espaces de bruit blanc la communication des morts, la télévision et ensuite l'informatique et l'intelligence artificielle sont tissés de part en part d'un usage merveilleux qui contredit complètement l'idée qu'il y aurait un désenchantement du monde. Le monde n'a jamais été désenchanté, et surtout pas par les nouvelles technologies. Le désenchantement du monde est beaucoup plus robuste et a une vie beaucoup plus pérenne que ce qu'on voudrait penser. Ouais. Mais il y a c'est en fait l'univers technologique qui vient alimenter à chaque fois quelque chose qui est ancré en nous de façon très profonde, qui est cette relation aux fantômes. Ouais. Grégory de Laplace, est-ce que vous croyez aux fantômes? Mais en tant qu'ethnographe, je dois surtout éviter de me poser la question. C'est-à-dire que, en tout cas, je dois éviter de donner une réponse définie, puisque je dois restituer avec une égale impartialité. Mais en tant que Grégory de Laplace, personnel, qui a travaillé toutes ces années qui a travaillé toutes ces années à l'étude de ces fantômes, à l'étude de ces rituels funéraires. Mais plus on travaille une question, plus elle devient complexe. Donc, est-ce que moi je crois aux fantômes ou non? Oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternatives possibles. Surtout, il y a plus de. Il est de moins en moins intéressant de choisir entre une de ces deux options.
C'est-à-dire que les fantômes sont une réalité sociale, humaine, indéniable. Ce serait très peu professionnel et j'aurais très peu appris de choses, ce serait très peu professionnel de ma part et j'aurais très peu appris de choses dans mon travail si je rabattais là les fantômes à un problème individuel de certaines personnes ou à une espèce de maladie de la culture qui surviendrait à certains moments de l'histoire de certaines civilisations. Les fantômes sont un fait humain, indéniable. Les fantômes sont avec nous, quels que soient les moyens culturels qu'on essaye de mettre pour arranger leur présence. Donc, les fantômes existent. C'est sûr, ils existent dans nos mondes et il n'y a pas de manière de contourner leur présence pendant très longtemps et surtout les choix qu'on peut faire vis-à-vis de la croyance en leur existence ou de l'incroyance en leur existence n'a que très peu d'influence sur leur présence effective. Qu'on y croit ou pas, ils arrivent. Hein. Par contre, est-ce que je crois au retour des morts sous une certaine forme? Non. Mes idées cosmologiques sont de plus en plus vagues au fur et à mesure que je me nourris de la variabilité des façons dont les humains se confrontent avec ce problème. Donc le problème est réel, la forme qu'il prend et les contours que peuvent avoir les fantômes dans leur concrétude, ça, je crois rien de particulier par rapport à ça. Je crois à leur existence, je ne crois pas à aucune des manières dont on peut penser qu'ils existent. Vous voyez ce qui est intéressant, c'est que dans l'anthropologie des religions, on pose jamais cette question à quelqu'un qui travaille sur une religion, par exemple. Quelqu'un qui travaille sur l'anthropologie du christianisme, on lui demande jamais s'il croit en Dieu, en fait. Parce que peu importe qui croit en Dieu ou pas, il fait son travail d'anthropologue du christianisme. C'est intéressant que pour des objets comme les fantômes, par contre, ce soit une question qui, effectivement, m'est souvent posée. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Comme si ma réponse, en fait, conditionnait l'attention qu'on portait ou non à mon discours, et le camp dans lequel je serais ou non. Or, on peut travailler sur des objets de croyance sans avoir une idée ferme de ce qu'on croit soi-même, ou en ayant une idée ferme de ce qu'on croit soi-même. En fait, peu importe. Ouais. Alors, Grégory de Laplace, on est confronté lorsqu'on étudie les fantômes, les rites funéraires, etc., à une espèce de... On est tout le temps en train de faire des sauts entre l'universel et le particulier. C'est-à-dire qu'il y a comme vous l'avez dit, il y a une universalité d'abord des rites funéraires, il y en a partout sur toute la Terre, il y a une universalité de la relation avec les morts, de la relation du fantôme, etc. Et puis dès qu'on commence à creuser un petit peu, là on s'aperçoit qu'il y a des particularités qui sont et des choses qui sont extrêmement différentes d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, etc. Et même à l'intérieur d'une société, on est dans un monde où l'individualité a son importance. Oui, vous avez tout à fait raison. Et cette individualité, est-ce que c'est pas ça, en fait, qui émerge dans le fantôme, justement, le fait que certaines personnes peuvent échapper disons, au mécanisme général de la mort et faire preuve d'une certaine individualité étrange par rapport à ça? Oui, sans doute. Je vous parle, il y a des oui. exemples, par exemple, dans votre livre, qui m'ont beaucoup intéressé, c'est qu'il y a pas mal de rituels funéraires sur la double inhumation. C'est-à-dire qu'on enterre les gens une fois, et puis après, on va les déterrer pour les enterrer une deuxième fois. Et ça, c'est vrai qu'il y a des pratiques un peu partout. Il y a les Dayaks qui fonctionnent comme ça, puis en Indonésie aussi. Les Dayak de Bornéo en Indonésie, c'est les premiers dont cette pratique a été vraiment documentée par Robert Hertz, un fantastique sociologue, anthropologue français du début du XXe siècle, mort pendant la Première Guerre mondiale, mort jeune lui aussi, et donc qui a été coupé en plein milieu d'une œuvre qui était en cours d'accomplissement, et qui a fait, avant de mourir, cette fantastique contribution à l'étude contribution à une étude de l'idée collective de la mort, je crois, qui part en effet du constat que certaines populations, dont les Dayaks de Bornéo, n'installent pas le mort tout de suite à sa place définitive. Ils vont d'abord l'installer à une sépulture provisoire, dans une sépulture provisoire, puis, comme vous l'avez très bien décrit, vont le déterrer et ensuite faire un grand rituel collectif, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement déterrer un mort, ils vont déterrer tous les morts récents
faire un grand rituel collectif, décorer les eaux, les parer de bijoux, faire un grand festin, très cher, et à travers cette grande fête, installer les morts, les ossements donc, de tous les morts récents au milieu du village. Et ça, c'est assez caractéristique de ce processus de transformation des morts, qui là est très clair. C'est-à-dire que pendant tout le moment où il est à sa première sépulture, le mort, c'est un être qui est informe, qui est laid, avec lequel on ne peut pas parler. C'est un mort inéduqué, c'est un mort dont on ne peut rien faire. Tout l'objectif, toute la visée des secondes funérailles, c'est justement de parvenir à un mort éduqué, à un partenaire socialisé de relations qui vont dès lors pouvoir être constructives sur le plan de la reproduction du collectif. Le mort, c'est un peu celui qui sort de ça, qui renonce ou qui refuse de rester en place et de suivre les codes qu'on veut lui inculquer. Et là, en effet, vous avez raison, c'est très juste. Les fantômes nous mettent face à un écartèlement entre l'universel et le particulier. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un fait universel, et le fait que les morts reviennent, c'est un fait qui se passe toujours un petit peu de la même manière. Les spectres se présentent un petit peu sous la même forme, en tout cas sous une forme relativement comparable en Amazonie ou dans l'Europe médiévale. Il y a des différences, bien sûr, mais ce pas des différences qui sont diamétrales, contrairement aux rituels funéraires. Entre les cérémonies cannibales des Wari du Brésil occidental et le culte des ancêtres de la Chine médiévale, il n'y a rien à voir. Par contre, aux deux endroits, les fantômes se manifestent un petit peu de la même manière. Donc il y a un universel qui est extrêmement saisissant, mais comme vous l'avez dit aussi, il y a une dimension irréductiblement particulière dans l'expérience du fantôme. Donc, ce que les fantômes mettent... Il y a des morts qui ne veulent pas disparaître. Il y a des morts qui ne veulent pas disparaître. Et ce que les morts mettent en défaut, c'est la généralisation. C'est justement ce qui pourrait se loger et organiser cet écart entre l'universel et le particulier. C'est cette voie dans laquelle on pourrait ordonner la réalité selon des grands ensembles. Par exemple, des grands ensembles ontologiques, en disant « Ah bah, les animistes, ils ont un certain type de fantômes. Les analogistes, pour reprendre les catégories de Philippe Descola, les analogistes, ils ont un autre type de fantôme. Ça, c'est très difficile à faire, on n'y arrive pas, parce que à chaque fois, on est tiraillé entre un universel qui met tout le monde sur le même plan et un particulier dans lequel une expérience du mort qui revient est irréductible. Et c'est ça les difficultés, et c'est ça qui était le défi d'une anthropologie des fantômes, c'est d'arriver à produire un discours général qui trace une voie entre ce constat d'universel et cet écueil du particulier. Ouais. Et cette généralité, je pense pouvoir la trouver, en tout cas c'est ce que je propose, dans la figure du débordement. C'est-à-dire que les morts sont comparables dans la façon dont ils débordent des attentes qui sont formulées à leur égard. C'est-à-dire ils sont au-delà de ce qu'on attend d'eux. Ou plutôt, ils sont à côté. Ils sont à côté de ce qu'on attend d'eux, donc les fantômes se définissent aussi par ce qu'on attend d'eux, et par la façon dont ils se dérobent à des choses qui seraient attendues d'eux. Donc, en raccrochant les fantômes aux exigences que formulent les funéraires, on arrive à comprendre un petit peu mieux ce qu'ils sont en tant qu'êtres, de manière générale, justement. Ce sont des êtres intempestifs qui se dérobent à ce protocole funéraire qui est un protocole, comme on l'a dit tout à l'heure, un protocole d'éducation. C'est des êtres intempestifs qui refusent d'être éduqués comme on aurait souhaité qu'ils le soient. Grégory de Malpasse, est-ce que vous continuez à travailler actuellement sur ces thèmes, ou est-ce que vous les avez abandonnés pour d'autres Alors, je les ai... C'est-à-dire que le prolongement de mon travail se situe plutôt dans la magie, la question de l'action à distance, en fait. C'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Si j'ai hésité dans ma réponse, c'est que je travaille toujours un petit peu sur les maisons hantées, mais sur d'autres types de maisons hantées qui... Vous allez en visiter alors non, j'en visite pas trop, parce que je suis très peureux, mais surtout parce qu'il y a toujours ce fonds d'archives fantastique de la Société pour la recherche psychique, cette société britannique, dont les archives sont très riches et dont j'ai pas du tout fini l'exploration. Pourquoi les Britanniques pourquoi est-ce que cette culture anglo-saxonne a adopté ce fantôme sous les auspices très particuliers de la maison hantée? C'est-à-dire ce fantôme
qui habite quelque part, d'une certaine façon. Je n'ai pas de réponse très satisfaisante, mais pour avoir vécu pas mal en Angleterre, il y a un sens de la domesticité en Angleterre et un investissement de la domesticité qui fait que les perturbations domestiques sont extrêmement bonnes à penser. Ah. Les Anglais, je pense, sont des gens qui aiment beaucoup leur chez-soi et donc sont très soucieux des perturbations qui peuvent traverser leur chez-soi, justement, et leur sentiment d'appartenance à un espace domestique parfaitement englobant. Grégory Delaplace, merci en tout cas d'être venu nous parler. Vous reviendrez nous parler des maisons hantées et de la magie. Je rappelle votre livre, hein, donc La Voix des fantômes, quand débordent les morts. Fascinante étude sur la relation aux morts, la relation aux rituels funéraires et la relation aux fantômes, paru donc chez Seuil. Merci d'être venu à Pile Poule, Grégory. Merci Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.